Non. Tu peux essayer de parler à nouveau, s'il te plaît? Allô, Ok, c'est bon. c'est J'ai c'est cru, mieux? j'ai cru, ouais, beaucoup mieux, ouais. Il y avait une sorte de lag. C'est bon, je pense. Ok. Euh, Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bon, je m'appelle Limbo Ilem. Je suis ingénieur DevOps. Et bon, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment intégrer la sécurité un peu dans nos pipelines. Comment faire en sorte de le faire sans que ça ne surcharge les équipes. Et pour cela, on va essayer d'abord, premièrement, de voir une petite anecdote de ma part avec le DevOps un peu. Et on va essayer aussi après de brosser un peu les fondations du DevOps. Bon, moi, aujourd'hui, c'est surtout le DevSecOps parce que on s'est rendu compte de l'importance de la sécurité dans le flot de développement de solutions. Et donc, on va essayer de brosser un peu les fondations de tout ça là. Après, on va voir ce que c'est qu'un pipeline et ce qu'on appelle concrètement un pipeline, en quoi ça consiste, les différentes étapes d'un pipeline. Sorry. Et puis, comment se servir de ces étapes-là pour structurer un peu ces déploiements, structurer un peu la sécurité de ces solutions et tout ça là. Après, bon, on va essayer aussi de brosser un peu comment intégrer un peu la culture DevOps, la culture DevSecOps dans son équipe, peu importe là où on est, comment intégrer ça sans que les gens ne se sentent brusqués. Parce que ça vient avec beaucoup de petites pratiques et puis c'est assez interactif. Ça demande l'implication de très souvent toute l'équipe technique qui supporte un projet. Ça demande leur implication. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour les amener lentement vers de meilleures pratiques de code, quoi. Donc, bon, c'est un peu la structure de la présentation d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, à un moment, je vais m'arrêter. Je pense, au niveau de la partie 4, je vais m'arrêter pour faire une petite démo. Et j'ai un petit lab là avec une machine vulnérable que j'ai eu à faire lors d'un CTF. Et ça consistait vraiment à une analyse de code. Bon, il y a plusieurs façons de trouver les vulnérabilités, mais il y a une partie qui est très intéressante et qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est à l'analyse de code. Donc, on va voir en temps réel comment certaines sociétés peuvent se mettre en danger et qu'est-ce que concrètement de mauvaises pratiques de code peuvent impliquer pour une société qui déploie une solution à l'échelle, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et bon, je vous avais promis une petite anecdote. Donc, bon, l'anecdote que j'ai choisie aujourd'hui, c'est un des événements là très marquants qui s'est passé assez récemment même. C'est comment j'ai réussi à diviser par 10 le temps d'attente de mon équipe. En gros, bon, j'ai vu parmi les présentations qu'il y a certains développeurs parmi vous. Quand vous faites votre code, vous finissez de faire votre contribution sur GitHub ou bien GitLab, je ne sais pas ce que vous préférez, que vous faites Git commit, Git push, que vous envoyez votre code en ligne. Il y a en gros, bon, soit si vous utilisez la manière traditionnelle, il y a quelqu'un qui est chargé d'aller récupérer ce code-là pour venir le déployer sur le serveur. Maintenant, si vous essayez un peu d'automatiser tout ça là, vous avez probablement mis des codes en ligne. Et bon, c'est ça qu'on appelle justement un pipeline. Pipeline, bon, c'est comme un tuyau, hein, mais votre code, en gros, passe par une succession de processus qui fait qu'il finit par être délivré et accessible dans les minutes ou les heures qui suivent au grand public, à vos clients. Donc, il se trouve que dans mon équipe à moi, ce qui se passait, c'est que ce processus-là pouvait prendre du temps. Donc, pour une petite fonctionnalité qu'on a faite, ou bien vous développez votre site web, vous avez raté le nom du DG, vous devez juste ajouter un E à la fin. Et bon, quelque chose d'aussi minime, vous allez devoir attendre plus d'une heure de temps avant que ça ne se déploie. Dans notre cas, nous, c'était 1 heure, 10 minutes, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai essayé de chercher, de vraiment de creuser pour voir comment est-ce qu'on pouvait rendre ça beaucoup plus rapide parce que pour des contributions vraiment qui étaient vraiment minimes, hein, on pouvait attendre pendant très longtemps avant que ce code ne soit maintenant accessible en ligne. Donc, bon, en creusant dans mes recherches, j'ai dû encore beaucoup plus plonger, bon, rebrosser mes connaissances en Docker
apprendre de nouvelles choses, bien sûr, mais je me suis servi un peu de cette logique de couche-là dont on parle avec Docker pour essayer de structurer un peu bon, nos solutions, notre architecture, l'architecture de nos images, quoi. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que bon, notre code est passé par ces processus de déploiement-là, toutes les dépendances étaient réinstallées. Même quand elles ne changeaient pas, les dépendances étaient réinstallées. Et le plus grand temps, et pendant ces processus-là, une grande majorité du temps, de ces 1h10 dont je vous parlais, consistait à l'installation des dépendances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, j'ai exploité cette logique de cache-là, de couche, de cache, et que en gros, j'ai restructuré un peu notre Dockerfile pour que Docker se serve de cette logique de couche-là. Donc, ce qui se passait, c'est que Docker, en analysant les nouvelles instructions et tout ça, là, quand il se rend compte que l'image, à partir d'une couche, et à partir de la couche de dépendance et après la couche du code concrètement, la couche de dépendance n'a pas changé, il ne se fatiguait plus, il ne compilait plus la dépendance. Donc, ce qui veut dire que les moments où notre code devait passer encore 1 heure de temps, disons ça comme ça, éventuellement 1 heure de temps de build, c'était seulement les moments où les dépendances avaient changé, où de nouveaux modules ont été ajoutés. Donc là, il y a vraiment probablement un grand travail qui a été fait. Et mais sans ça, ce qui veut dire la majorité du temps, les dépendances ne sont pas touchées. Et donc la majorité du temps, nous déployons en 5 minutes, ou parfois moins, parfois même moins. Et donc, bon, ça, bon, pour vous dire, moi, après avoir fait ce petit travail-là dans mon entreprise, je me sentais un peu comme le Superman du digital, quoi. Je sentais dans mon dos une petite cape là. Bon, et les gens sont contents, quoi. Les développeurs te voient. Bon, on sent que, bon, tu as fait un travail vraiment de fond. Et bon, c'est tout ça pour vous dire que le DevOps, vraiment, c'est un ensemble de pratiques qui facilitent la vie vraiment aux gens. C'est-à-dire que au lieu d'être actif quand il y a un incident ou voilà, d'être toujours là devant votre écran en train de résoudre les choses dans l'urgence. Non, vous pensez au futur. Vous êtes proactif. Vous faites bon, vous mettez en place des processus qui vont contribuer à ce que les tâches se passent beaucoup plus fluidement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, le plus, c'est que nous allons voir comment, une seconde, et comment intégrer la sécurité à tout ça. Donc, je crois que j'ai brossé toute cette partie-là. Donc, là, on va essayer de se pencher maintenant sur les fondations du DevOps. Bon, d'où vient le DevOps? Certains parmi vous le savent déjà, mais on va essayer de brosser ça quand même. Le DevOps, c'est un mot composé. Ça vient un peu de l'ancienne architecture. Et bon, avant, lorsque bon, les solutions informatiques ont commencé à popper, tout ça, il y avait des équipes de développeurs, d'une part, et puis une équipe opérationnelle. Bon, très souvent, est composée d'ingénieurs système ou d'ingénieurs réseau, et bon, et qui devaient collaborer ensemble. Ce qui se passait, c'est que collaborer entre eux, c'était déjà bien. Il faut collaborer pour produire le meilleur. Mais les logiques étaient différentes. On avait les développeurs qui pensaient solution, fonctionnalité. Et puis, on a les ingénieurs réseau qui pensaient vraiment, bon, connectivité. On a les ingénieurs système qui pensaient infrastructure et tout ça là. Comment est-ce que ces personnes réussissent à se comprendre? Parce que, pour gagner en temps aussi, parce que pour une entreprise, une multinationale, par exemple, l'optimisation est de, est de, est de clé, quoi. Et l'optimisation est quelque chose de très important. Et donc, comment est-ce que ces personnes-là font maintenant pour optimiser le temps de travail, optimiser toutes leurs ressources? Comment est-ce qu'elles font? Donc, on a pensé à une culture qui fait vraiment que les développeurs ont déjà en développant, ils ont déjà toutes les considérations et réseaux en tête. On a aussi pensé à un développeur qui déjà en développant a toutes les considérations système en tête. Donc, le DevOps, ce n'est pas vraiment bon. Aujourd'hui, on utilise ça pour faire vite. On dit ingénieur et DevOps, ingénieur, un truc là. Je suis praticien DevOps et tout ça là. Bon, c'est un abus de langage, mais le DevOps, c'est vraiment une culture. Parce qu'une seule personne dans une équipe qui dit qu'il est ingénieur DevOps, si les autres ne grandissent pas et lentement deviennent un peu comme des clones de lui-même,
c'est un travail vraiment, et bon, son travail est discutable, quoi. Le DevOps, c'est une culture. Donc, quand une personne dit qu'il est ingénieur DevOps, pensez surtout que c'est lui qui impulse cette culture-là dans son équipe. Ce n'est pas, bon, ce n'est pas un poste classique, quoi. Ce n'est pas comme je suis développeur et bon, de back-end, ce n'est que ce que je fais. Le DevOps, c'est réellement une culture. C'est une culture qui, bon, ici, on l'est trop souvent réduit à un simple ensemble d'outils. Trop souvent réduit à un simple ensemble d'outils ou à un titre sur un CV. Le DevOps, c'est avant tout une révolution culturelle, une contraction directe du développement et puis de l'opération. Mais il représente une philosophie d'ingénierie globale. Son but ultime est de briser les silos historiques pour créer un flux continu, fluide et puis sans friction, depuis l'idée initiale du développeur jusqu'à l'utilisation finale en production. Donc, bon, ce que j'ai oublié, peut-être l'exemple concret que j'ai oublié de vous donner, c'est que parfois, on a une infrastructure, je donne un exemple, hein, vraiment, je suis très imagé, on a une infrastructure spécifique. Mais de l'autre côté de l'équipe, on dit à un développeur de développer une infrastructure spécifique. Bon, peut-être un truc qui fonctionne à l'IA ou qui nécessite des cartes graphiques. Mais lui, il ne sait pas qu'il n'y a pas de carte graphique. Donc, quand il développe de son côté, bon, c'est axé une infrastructure spécifique. C'est axé pour une infrastructure spécifique qui n'est pas encore disponible. Donc, quand son code est fini, délivré maintenant, et que l'équipe opérationnelle et système doit maintenant bosser, c'est maintenant qu'ils vont encore soumettre à l'administration, éventuellement, qu'on a besoin de cartes graphiques pour déployer ça à l'échelle. Mais vous voyez qu'avec une culture DevOps, ces deux s'asseyent déjà dès la conception et réfléchissent. Parce que, bon, très souvent, même, ils n'ont même pas besoin de s'asseoir, mais peut-être que c'est toujours bon quand même de discuter. Mais ils s'asseyent et ils discutent de la faisabilité des choses et de chaque étape, déjà depuis le départ. Il y a aussi les ingénieurs sécurité. On dit à un développeur de, bon, de faire une fonctionnalité spécifique. Mais si on a cette culture, aujourd'hui, on parle de DevSecOps, si on a cette culture-là dans l'entreprise, l'ingénieur sécurité a déjà son mot à dire, déjà sur la fonctionnalité qu'on est en train de proposer, sur la fonctionnalité qu'on est en train de proposer. Et bon, et le développeur sait au moins comment s'orienter, quoi. Donc, la dualité des mondes, un objectif et puis des KPI divergents. Donc, on a le monde du DevOps, du Dev, sorry, qui est le changement, les missions, innover, concevoir de nouvelles fonctionnalités et puis répondre rapidement à la pression du business. On a leur KPI clé, c'est bon, la vélocité et puis le time to market. Et bon, le temps nécessaire pour pouvoir vendre un produit concret, quoi. Et puis, on a la vision du risque, le surplace. Ne pas modifier le code équivaut à se faire dépasser par la concurrence. Maintenant, on a de l'autre côté l'Ops qui, lui, est beaucoup plus axé sur la stabilité. Bon, très souvent, pour les personnes qui ont un profil de réseau, et bon, il y a souvent des mèmes qui se promènent que vous avez sûrement dû voir. Vous avez dû tomber dessus. Ou même, peut-être même dans votre entreprise, pas besoin de mèmes, hein, et dans votre entreprise, même dans votre carrière, il arrive qu'on dise, bon, et quand ça fonctionne, il ne faut pas toucher. Très souvent, c'est chez bon, les profils de réseau et puis système. Quand ça fonctionne, il faut pas toucher. Il faut laisser les choses tranquilles, là où elles sont en train de fonctionner. Bon, ce qui se passe très souvent, c'est que ce qui se passe très souvent, c'est que au niveau des, une seconde, vous voyez toujours la présentation, non? Je suis passé en mode présentation. Je sais pas si vous voyez. Confirmez-moi et puis on Mm, continue. ouais, this is better now. OK. Bon, oui, comme je disais, pour les profils réseau et puis système, ce qui est important pour eux, c'est la stabilité. Donc ici, vous voyez clairement devant vous, et au niveau des équipes qui sont censées fonctionner, que leurs points, leurs points critiques sont vraiment divergents. On a d'un côté le changement. Le changement implique toujours un risque. Et puis on a de l'autre côté la stabilité. Puis on a de l'autre côté la stabilité. On a de l'autre côté la stabilité. Leur mission est de garantir la disponibilité des serveurs. De leur côté, par exemple, on va beaucoup les jauger sur le temps de disponibilité des solutions en ligne, et la performance de l'infrastructure et puis l'absence de panne.
bon, la rareté de panne. Bon, et le changement, chaque nouvelle ligne de code déployée est perçue comme une menace pour la production. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour des profils aussi divergents pour qu'ils puissent collaborer ensemble, quoi. Donc, le mur de la confusion, l'anatomie d'un conflit risque. Cette divergence d'objectifs a donné naissance au célèbre mur de la confusion. Donc, on a des développeurs qui concevaient du code et le jetaient par-dessus le mur aux administrateurs système. Donc, chargé à eux de le faire fonctionner tant bien que mal. C'est-à-dire que maintenant qu'on a chargé le code, l'administrateur doit se débrouiller maintenant pour faire ça fonctionner. Quand on appelle le développeur, il va venir dire que, ah, en tout cas, moi, le code fonctionne chez moi. J'ai fait la présentation la dernière fois. Et bon, ces trucs-là, et donc on a avant un développeur opérateur qui lance le code par-dessus le mur. Et puis après, bon, les mains jointes, et pipeline partagé avec confiance mutuelle. Donc aujourd'hui, maintenant, on a les pipelines qui sont partagés avec des confiances mutuelles. C'est-à-dire que les pipelines, c'est des processus, des structures. Et bon, le terme même, c'est des instructions prédéfinies qui sont censées accompagner le code jusqu'à la livraison. Quand je parle de livraison, bien sûr, je parle du marché. Donc toute solution qui est destinée à un marché bon, est livrée, quoi. Donc, lorsqu'une application plante en production, le jeu d'accusation classique commence. Le développeur affirme que ça fonctionnait pourtant sur sa machine, tandis que l'Ops rétorque que c'est le code qui est intrinsèquement mauvais. Cette déresponsabilisation mutuelle nuit gravement à la performance globale de l'entreprise. Donc, on a la réconciliation, briser le mur pour aligner les objectifs. Donc, comme je vous expliquais ça bien plus tôt, ce qu'on a dû faire maintenant, et la naissance du DevOps, maintenant ça, et le DevOps est né en gros pour briser ce mur-là, pour qu'il n'y ait pas du tout de mur entre les développeurs et puis les chargés d'opération, les opérationnels. Donc, la solution DevOps consiste à détruire définitivement ce mur de la confusion en fusionnant les deux mondes et en alignant leur incitation sur des objectifs communs et puis partagés. Premièrement, il y a la responsabilité partagée. La qualité, la performance et puis la stabilité de l'application ne sont plus l'affaire d'une seule équipe, mais un objectif collectif du début à la fin du cycle de vie. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire concrètement que avant, lorsque le développeur finissait sa fonctionnalité, qu'il le balançait de l'autre côté, de façon imagée, de l'autre côté du mur, pour que les opérationnels, les administrateurs système ou réseau se chargent du déploiement, la responsabilité était mitigée. Elle était beaucoup plus, quand c'est en production, c'est que ça concerne l'administrateur système. Tant que ce n'est pas en production, ça concerne les développeurs. Mais maintenant, la responsabilité, elle est partagée. Si ça ne fonctionne pas, ça concerne l'équipe technique. Ça ne concerne pas que l'administrateur système. Donc, on a l'agilité côté Ops. La rapidité de déploiement devient l'affaire de l'Ops grâce à des infrastructures agiles, programmables et puis automatisées, l'infrastructure as code. Donc ici, la rapidité de déploiement, ça devient maintenant l'affaire du côté opérationnel. Ça dit que ça ne concerne même plus maintenant le développeur. Donc, on s'attend à une livraison bien plus rapide. On a maintenant la robustesse côté dev. La stabilité devient la priorité du développeur qui s'assure d'écrire un code robuste, testable et puis facilement monitorable en production. Donc, vous avez une solution qui sert pour plusieurs clients. Prenons par exemple le cas d'un hôpital ou même de la finance, et une fintech par exemple. Donc, vous servez des clients. Ça, ce serait compliqué de ne pas savoir ce que votre application fait et comment elle se porte et pouvoir monitorer, donc voir la santé de votre application en production. Vous avez des clients et ne pas recevoir des partenaires avec qui vous travaillez. Donc, vous devez être capable de dire comment votre solution se porte. Et ça, c'est très compliqué quand le développeur ne met pas du sien. Donc, avec la culture DevOps, c'est ce que le développeur maintenant est poussé à faire. Déjà, dès il développe quelque chose qui est adapté au terrain qui existe directement. Donc, au niveau du DevOps, on a 5 piliers cardinaux. Bon, le modèle CALMS, vous le rencontrerez souvent dans vos propres lectures dans le DevOps. Et premièrement, on a la culture. Donc, comme je vous disais, le DevOps, ce n'est pas un titre sur un CV. Ce n'est pas juste un titre du style, je suis DevOps.
Bon, on utilise toujours, hein, on doit continuer de l'utiliser pour qu'on sache à peu près vers où votre profil s'oriente. Mais au fond de la chose, le fond de de ma pensée, c'est que le DevOps, en fait, c'est une culture, une collaboration, une confiance. On a l'automatisation des pipelines et l'outillage. On a le lean, l'élimination du gaspillage. On a la mesure, les métriques et puis la surveillance. Donc là-bas, on parlera de monitoring et puis le partage, le transfert de connaissances. Donc bon, pour brosser rapidement ça, la culture, on l'a déjà bien fait, l'automatisation aussi déjà. L'élimination du gaspillage, c'est construire de telle façon que les infrastructures qui sont sur place, bon, ça passe dans les deux sens. Il ne faut pas surmener aussi l'infrastructure qui est disponible, mais aussi l'infrastructure qui est disponible. Il faudrait que déjà dans le départ, le code qui est développé, on sait de quoi il aura besoin pour éliminer le gaspillage, ne pas surévaluer les ressources dont ce code a besoin pour bien fonctionner. Donc, on a aussi des mesures, les métriques et puis la surveillance, le monitoring. Tout à l'heure, je vous disais qu'il est très important de savoir ce que votre solution en ligne fait et comment elle se porte. Et donc là-bas, on aura des métriques et des mesures de surveillance comme des alertes pour vous dire quand vous avez des downtime, et, etc. Et bon, des mesures aussi côté système, vos serveurs, comment elles se portent, est-ce qu'elles ne sont pas surchargées, les attaques, la surveillance. On a aussi le partage et le transfert de connaissances. Donc, dans le DevOps, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnes qui ont été formées pour des parcours différents. Très souvent dans les équipes, on a une personne qui a été formée purement réseau, on a une personne qui a été formée purement sécurité, une personne qui s'est orientée système, et puis on a un développeur pur et dur. Donc, ce qui se passe très souvent, si vous avez une très bonne culture, je ne dis pas que tout le monde sera polyvalent au même titre, mais il y aura quand même des connaissances qui vont se partager. Et la personne du réseau va avoir des connaissances en développement. La personne du système aura des connaissances en sécurité, en développement. Et le développeur pur et dur aura des considérations pour la sécurité. Quand il codera différemment. Quand vous avez un développeur pur et dur qui rentre dans une équipe qui a adopté la culture DevSecOps, c'est un développeur qui va maintenant se demander après son code, il va plus se demander est-ce que ça fonctionne, mais il va se demander aussi est-ce que c'est sécurisé. Est-ce qu'un hacker ne peut pas détourner les fonctionnements que j'ai mis? Par exemple, le MFA que j'ai mis là, est-ce que quelqu'un ne peut pas casser ça? Donc, c'est des questions qu'il va se demander. La fonctionnalité que j'ai mis, le toggle là, est-ce qu'il ne divulgue pas des informations? C'est des considérations que ces personnes ont, tout le partage de connaissances. Donc, maintenant, nous allons brosser ce que c'est qu'un pipeline. Nous allons voir comment l'automatisation des flux de travail et puis l'intégration de la sécurité dès les premières étapes du développement transforme la livraison de logiciels en un processus industriel fiable, rapide et puis sécurisé. Bon, et l'analogie de l'usine, un flux standard et traçable. Le concept de pipeline représente une suite d'étapes automatisées par lequel passe chaque modification de code, comme une ligne de montage moderne. Chaque pièce subit le même traitement sans exception humaine. Donc, on a la qualité constante. Garantir que chaque version produite répond scrupuleusement aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles. On a la cohérence technique. Il faut éliminer les variations liées aux configurations locales des postes de développement grâce à des environnements isolés. On a la traçabilité totale. Savoir exactement quel commit a déclenché quel build, facilitant ainsi l'audit et le retour en arrière en cas d'anomalie. Donc, si vous utilisez certaines solutions en ligne, vous allez apprendre qu'il y a des vulnérabilités dans telle version et qu'après cette version, bon, la vulnérabilité n'est plus disponible. Donc, bon, ce rattachage-là, une version en ligne et tout ça là, serait difficilement possible s'il n'y avait pas un audit, s'il n'y avait pas une imputabilité. Et bon, j'ai oublié le terme, mais une traçabilité qui nous permet de vérifier, de voir la version qui est problématique. Donc, l'automatisation du code. Donc, en termes de pipeline, on parle souvent de CI et puis CD. Donc, continuous intégration continue en français. Et, et puis, bon, la livraison continue ou le déploiement continu. Donc, et bon, l'intégration continue sous la loupe. L'intégration continue
permet aux équipes de fusionner leurs modifications au sein d'une branche principale, le plus souvent possible en validant chaque étape de manière totalement automatisée. Donc, l'objectif majeur de cette boucle de rétroaction rapide est de détecter les bugs et les régressions le plus tôt possible avant qu'ils ne s'accumulent et ne deviennent complexes à résoudre. Donc, l'intégration continue, en gros, bon, quand vous avez une équipe qui développe des solutions, premièrement, on a les modifications que ces équipes-là vont apporter à leur code, les fonctionnalités, les diverses corrections qu'ils vont faire. Donc, l'intégration continue dans cette logique de pipeline, là. L'intégration continue consiste en ça, ces modifications qui vont être apportées. Comment est-ce qu'elles se passent dans la meilleure façon possible? Est-ce qu'on peut retourner en arrière pour retourner à avant le pipe et bon, prenons un cas. J'ai ajouté une fonctionnalité au portail d'authentification de ma solution. J'ai ajouté le MFA parce que j'ai discuté peut-être avec un partenaire, il m'a dit que c'est mandataire. Mais je réalise après que le MFA que j'ai ajouté là, il est vulnérable. Comment est-ce que je peux retourner en arrière? Il introduit une nouvelle vulnérabilité, quoi. Comment est-ce que je peux retourner en arrière pour repenser mon architecture avant de repasser encore en production? Bon, et comment est-ce qu'on retourne en arrière? Tout ça là, l'intégration continue dans cette logique de pipeline là se charge de ça. Donc là-bas, vous allez entendre parler de termes. Les termes que vous allez souvent entendre, c'est les commits, les builds, CI et puis les tests unitaires. Bon, on parle maintenant de la livraison continue. Bien que partageant le même acronyme, la livraison continue et le déploiement continu répondent à des philosophies d'automatisation différentes au moment de la mise en production. Donc, on a la livraison continue, validation humaine requise, et puis le déploiement continu, où c'est une automatisation totale. Bon, ça, c'est une subtilité. La livraison continue, ça passe toujours par une validation humaine. Maintenant, là, le déploiement continu, c'est une automatisation totale. Tout le processus est automatisé. Vous êtes là, et bon, je ne sais pas. Je pense que c'est bon de marquer une pause pour voir si vous avez des questions. C'est bon pour tout le monde, on peut continuer. Vous me dites si je vais un peu trop vite, hein. Et- ok, super. Bon, les trois étapes indispensables de l'artefact. En gros, ici, l'artefact, ça symbolise, ça désigne la solution. Et pour ceux qui dockerisent leur application, ça symbolise l'image qui va être délivrée. Donc, l'artefact, ça symbolise le produit que vous allez finalement vendre sur le marché. Et bon, le marché digital dans notre cas ici. Pour garantir la reproductibilité des déploiements, le code source doit être transformé en un élément immuable, standardisé appelé l'artefact. Donc, les trois étapes indispensables de l'artefact, c'est le build. Premièrement, le build, c'est, bon, en français, étymologiquement, bon, en se basant directement sur le mot, le build, c'est la construction. La construction. Donc, la compilation du code source. Bon, il y a aussi la compilation. La compilation du code source et l'empaquetage dans un format standardisé. Le plus souvent, une image de conteneur Docker. Aujourd'hui, bon, on préfère utiliser, quand on se repose sur la containerisation, on préfère utiliser, bon, les images Docker. Donc, et on a ensuite les tests. On a une validation fonctionnelle approfondie pour s'assurer que le produit livré répond parfaitement aux critères d'acceptation. Bon, parfois même, ces deux-là c'est pas forcément dans ce sens-là. Parfois, il y a des tests sur le code directement avant même de faire un build. C'est ce que nous verrons aujourd'hui principalement. Donc, ensuite, on a le stockage. Et bon, maintenant on a déjà testé la solution, testé le code, testé le conteneur, testé l'image. Maintenant qu'on l'a compilé, maintenant qu'il est là, il faut bien le stocker quelque part. Donc, c'est là qu'on parle maintenant de stockage, une sauvegarde de l'artefact obtenue dans un registre de conteneur sécurisé et versionné, prêt pour son déploiement final. Donc, certaines personnes vont préférer Docker Hub, d'autres vont se tourner vers des solutions cloud très, bon, privées, quoi, des solutions cloud, bon, publiques plutôt, bon. Et on va parler d'Azure, des ACR ou bien de AWS.
Là, nous passons à la suite et nous allons essayer de voir comment est-ce que quelle est la raison pour laquelle le SEC a maintenant rejoint notre DevOps? Qu'est-ce qui a poussé, impulsé ce changement-là? Donc, accélérer la cadence de livraison sans contrôle de sécurité revient à propager des failles plus vite et à plus grande échelle. Le DevSecOps intègre la sécurité de manière transparente tout au long du pipeline. La vitesse pure, livrée en production en quelques minutes, est un atout business majeur. Mais cela devient un danger critique si le code comporte des vulnérabilités exploitables. Donc, la vitesse pure. Quand vous êtes dans une société où vous devez délivrer des solutions, quand on vous demande de faire une modification, c'est rapide, vous devez être rapide. Bon, vous pouvez très rapidement tomber dans le fait de penser que la vitesse est la priorité et que rien n'est censé passer outre ça. C'est-à-dire que vous devez délivrer rapidement. Mais c'est compliqué parce que quand vous délivrez du code vulnérable rapidement, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Donc, on a aussi l'automatisation fluide. La sécurité ne doit plus être perçue comme un obstacle ou une étape finale bloquante, mais comme un test automatisé parmi d'autres, intégré nativement dans le flux. Donc, vous avez un flux de déploiement. Votre code finit dans le monde à l'échelle mondiale, et bon, à grande échelle. Parmi vos clients ou vos utilisateurs, vous avez les utilisateurs normaux qui parfois peuvent tomber sur des failles ou des bugs. Mais vous avez aussi des hackers, des personnes qui veulent détourner le fonctionnement de votre solution ou juste des personnes qui veulent tester. Tôt ou tard, il y aura des failles qui seront découvertes sur vos solutions. Le truc, c'est que ces failles-là, vous pouvez parfois les mitiger. Bien que la sécurité à 100% n'existe pas, vous pouvez parfois les mitiger en intégrant directement la sécurité déjà dans votre code depuis le départ. Donc, c'est la logique qui a poussé maintenant à intégrer le SEC à cet acronyme-là, donc d'où le DevOps. Donc, on a la faillite de l'ancien modèle de sécurité. Traditionnellement, la sécurité intervenait sous forme de grands audits ou d'un test d'intrusion manuel réalisé juste avant la mise en production. Donc, avant, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'on développait une solution, on finissait totalement de la développer, et puis maintenant, on fait venir un ingénieur ou un spécialiste des tests d'intrusion pour tester la solution et puis il nous dit, ah, votre solution a passé tous les tests, c'est bon, vous pouvez la déployer. Maintenant, l'impasse, c'est qu'il est humainement impossible d'auditer manuellement en une semaine un produit dont le code change 10 fois par jour. Donc, vous avez des développeurs. Parmi vous, bon, il y a des profils de développeurs ou des personnes qui touchent juste au code. Vous savez très bien comment est-ce qu'on peut rapidement modifier la structure d'un code juste pour obtenir un résultat différent. Et comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que ce code-là soit audité manuellement. Et, oui, et le temps, et pendant un si peu de temps. Vous avez une solution qui doit être déployée en ligne. Vous voulez que humainement une personne vienne tester cette solution, bien que ça reste toujours à faire. Mais se reposer dessus peut induire des coûts parfois qui sont astronomiques et qui ne sont pas à la portée de tous. On a aussi le résultat. La frustration intense des équipes de développement, un retard de livraison majeur ou pire, une mise en production d'applications vulnérables. Donc, le concept fondamental du shift left. Le shift left consiste à déplacer les préoccupations de sécurité vers la gauche du cycle de développement et du cycle de vie du développement, au plus près de l'écriture du code par le développeur. Donc, déjà dès le départ, le développeur, il est formé, il est instruit d'écrire sécurisé. On a des builds et dans ces builds, on a des scans. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé important de vous préciser dans les trois étapes du pipeline que le build et le test parfois ne sont pas, c'est pas obligé que le build vienne avant le test. Parfois, on teste le code avant de passer même au build. Et puis, on déploie maintenant une solution qui est un peu plus sûre. Donc, en intégrant des outils d'analyse statique du code et de détection de secrets directement sur le poste de travail et lors du premier build, la sécurité devient une responsabilité partagée par toute la chaîne technique.
C'est-à-dire que, bon, ici, ce qui se passe, OK. Ici, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? Vu que le développeur a été instruit d'écrire un code sécurisé, premièrement, probablement, il a suivi des cours où il pratique, bon, il fait usage de pratiques de secure coding. Et déjà dans le processus de pipeline, on a des scans de code et on a des exceptions qui sont levées. Les solutions sont beaucoup mieux déployées, sont déployées de façon beaucoup plus sécurisée. Et donc ici, vous voyez que chaque membre de l'équipe apporte maintenant sa pièce à l'édifice de la sécurité de l'entreprise. Donc, on a l'impact économique. Bon, là-bas, c'est très important, très intéressant aussi pour les sociétés. L'équation financière de la détection précoce. Ici, plus une faille de sécurité ou un bug est détecté tard dans le cycle de vie, plus son coût de résolution est élevé de manière exponentielle. C'est-à-dire que vous avez une faille qui aurait pu être détecté par un développeur, mais c'est lui-même qui l'a intégré là-bas. Il ne sait même pas qu'il y a une faille. Lui, il se chargeait de la fonctionnalité. Probablement, quand il a copié le code sur Stack Overflow, il y a un warning après le code qu'il a copié, qu'il n'a même pas lu. Il a intégré son code, ça fonctionne, lui, il est content. À la fin du mois, il prend son salaire et bon, ça va. Et ce code-là finit en ligne. Vous avez un hacker qui, lui, bon, en testant votre solution, il se trouve qu'il ne l'a même pas fait avec assurance, hein. Ce n'est pas une compétence concrète. Il l'a juste fait comme ça et ça a fonctionné. Il exploite votre faille et finalement, bon, lui aussi se sert dans vos caisses. Donc, vous voyez que c'est des failles qui auraient pu être évitées depuis le départ. Donc, on a une découverte. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une découverte au build. Donc, le coût de correction est dérisoire parce que c'est dans le build. Donc, le développeur peut juste modifier, comme je vous disais ici, sa ligne de code immédiatement sur son poste de travail en quelques minutes. On a aussi la découverte en recette. Le coût modéré mais pénalisant nécessite de relancer tout le cycle de test, bloque la file d'attente de livraison et mobilise l'équipe de qualité, je pense, non? On a la découverte en production. Le coût critique est plus catastrophique. Un risque de fuite de données, une gestion de crise, une perte de confiance des clients et puis un coût multiplié par 100. Donc, au niveau de, bon, en production, vous avez une faille qui échappe à tous ces processus-là et qui finit en production. Vous avez la divulgation d'informations qui peuvent arriver, une gestion de crise et puis une perte de confiance. Vos clients qui apprennent que votre société s'est fait hacker. Si c'est dans un domaine critique, il y a des clients qui se désengagent. Donc, ici, on va essayer de voir maintenant quels sont les outils dont les DevSecOps se servent. Et bon, les DevSecOps, une équipe qui adopte cette culture-là, quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser maintenant pour épouser ça, pour intégrer la sécurité dans tout leur processus DevOps. Donc, leur stratégie de défense automatisée. Donc, mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir, vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a déjà vu? S'il vous plaît, moi j'ai une question. Oui, Allô? oui, Est-ce que allez-y. vous m'entendez? Oui, C'est par rapport au cycle au niveau des artefacts. On vous avait dit que genre on compile après bon, si on prend aujourd'hui euh, les environnements sécurisés, containerisés, on compile avec Docker. Bon, moi j'avais vu dans une vidéo, bon, je me rappelle plus très bien c'était quelle solution, mais dans lui, le pipeline, dans le graphique qu'il a montré, avant de builder ça en Docker, c'était une application Java. Donc, il a buildé ça en artefact jar d'abord, et maintenant, il a poussé ça dans un repository, j'ai oublié le nom, avant de pouvoir, bon, avant de recompiler ça encore dans, comment je vais dire, avant de builder ça en image Docker, pour aller mettre ça maintenant dans le registre de conteneurs. Bon, j'aimerais savoir les trucs comme ça, c'est dans quel cas on fait, genre, bon, dans quel cas on a des trucs comme ça, si c'est habituel ou bien c'est dans des cas spéciaux en fonction de, je sais pas, d'une circonstance précise. s'il vous plaît, vous pouvez répondre à la question. Je n'ai pas totalement compris. Oui, je disais que au niveau des artefacts, la plupart du temps, aujourd'hui, si on prend les environnements containerisés, lorsque on fait les pipelines CI, lorsqu'on build, on build directement l'image Docker.
Mais j'avais vu une vidéo où quelqu'un, dans son processus, où il nous expliquait genre, son pipeline CSI. J'ai oublié le nom de la solution. Mais c'était une application Java. Donc, il avait compilé ça. Et maintenant, après la compilation, l'artefact qui est sorti, le jar, là, au lieu de builder directement une image Docker, il a poussé ça sur une repository où il y avait juste les artefacts buildés, compilés, sans l'image Docker. Et maintenant, de là, si on veut, c'est de là que genre, on récupère maintenant cet artefact pour le builder en image Docker pour pouvoir le mettre dans le registre. Donc, je ne sais pas si genre, cette pratique-là, c'est habituel ou bien c'est selon une circonstance donnée. Ok. Une seconde, je vais répondre à ça tout à l'heure. Bon, je vais donner des pistes. Mais D'accord. bon, le build, ça va différer. Une seconde. Différents types de langage de programmation. Est-ce que, est-ce que je peux donner un élément de réponse en attendant que tu fasses une intervention, Hélène? Ok, ok, vas-y. Ok, Mike, déjà, merci pour ta question. Je pense qu'elle est quand même, je vais dire, pertinente. Donc, pour essayer de répondre, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'environnement containerisé, il y a vraiment mille et une façons de le faire. La manière dont ça fonctionne avec Java, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec un programme qui est fait en Rust, un programme qui est fait en Python, ou un programme qui est fait en Go ou en C. Déjà, il faut partir du principe que Java, c'est pas un langage compilé. Donc, il a forcément besoin de la JVM. Et pour faire tourner un programme Java de façon classique, on sait que tu as besoin donc du jar. Mais non, si c'est une application web, tu as, comment l'appelle-t-on, deux façons de faire. Quand tu utilises Java, que ce soit avec Spring Boot ou bien tous ces frameworks-là qu'on connaît, quand tu fais une application Java qui doit servir de web, soit sans jar, soit sans war. Donc, le jar, c'est que tu vas le prendre, il est déjà, c'est-à-dire, c'est le package only one, tout est déjà fait, tu charges déjà toutes les classes, tous les modules là-dedans, et ça passe. Maintenant, le war, c'est que tu as un fichier, c'est un dossier qui va encore contenir le fichier, et il faut se balader avec tous ces éléments-là. Il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, si eux, ils ont peut-être dans leur, je vais dire, dans leur manuel de procédure, il faut d'abord mettre peut-être ce fichier jar-là sur un Artifactory. Bon, ça peut être, il peut y avoir forcément une explication. Mais en général, quand tu prends une application Java, que tu builds, tu as le jar, la prochaine étape que tu fais, c'est de prendre donc une image de type Linux avec du Java installé dessus, de monter donc, ou bien de copier ce jar qui a été buildé, que tu mets donc ensuite dans, comment l'appelle-t-on, dans la couche qui doit servir donc de run cette application-là. Et maintenant, tu fais Java run et tu appelles donc ce fichier Java-là. Maintenant, peut-être que eux, dans leur façon de faire, lorsque tu compiles, bien, lorsque tu builds, dès que tu as un fichier Java, il faut déposer ce fichier jar-là sur un hub, sur un Active Factory ou en tout cas peut-être sur un bucket quelque part à l'extérieur et que maintenant dans la partie où tu vas faire donc le Docker file, bien tu vas builder, il faut maintenant aller récupérer ce fichier jar-là de ce bucket-là, je vais l'appeler peut-être comme ça pour venir le faire. Donc ça, c'est naturellement, bien c'est forcément spécifique à ce gars-là. Je suppose que son projet, il y avait vraiment des périmètres que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Donc, ce sera difficile de donner ou bien de dire pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça. Mais il faut partir du principe que chaque langage a sa façon de fonctionner. Et donc, tu vas trouver plusieurs façons de faire en fonction des besoins de chaque personne qui est en train de construire son image Docker. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ok. Bon, c'est pas, vous m'entendez toujours, je sais pas si je peux apporter un complément supplémentaire à la réponse de M. Denis. Oui, oui, chez moi, je vous en. Ok, bon, la question que M. Mike a posée, comme l'a dit Denis, elle est pertinente. Mais juste pour le répondre, généralement, dans les chaînes CI/CD, dans les pipelines CI/CD, quand on parle de build, c'est le build de l'image Docker dont on parle. Parce que, par exemple, prenons des cas où dans la chaîne CI/CD, donc, dans le pipeline CI/CD, c'est un langage, par exemple, interprété qui est utilisé, like PHP, Python.
Généralement, pour ce langage, on ne parle plus de build, de compilation, d'autres. On parle d'interprétation. Donc, souvent, bon, de manière globale, hein, quand on parle de build dans un pipeline CI/CD, c'est toujours le build de l'image contre de l'image Docker. C'est toujours ça. Donc, c'est un peu le complément que j'aimerais ajouter. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je pense que ce que je voulais dire a déjà été dit. Je ne sais pas, vous avez éléments pour votre réponse, non? J'espère que vous avez été satisfait Oui, par oui, j'ai la... été satisfait. C'est bon, D'accord, merci beaucoup. super, super. Bon, il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer, non? Ok. On en était où? Bon, on allait parler des stratégies de défense automatisées. Bon, ici, on va parler de scan de code, scan de sécurité. Donc, face à l'accélération des cycles de livraison, la sécurité ne peut plus être une étape de validation tardive ou manuelle. On a l'approche DevSecOps modernise la protection des applications en intégrant des barrières de sécurité automatisées directement au sein du pipeline CI/CD. Cette présentation détaille les piliers de notre arsenal défensif, de la détection préventive des fuites de secrets jusqu'à l'analyse dynamique des conteneurs en production pour bâtir une infrastructure résiliente par défaut. Donc, on a la protection du code. Donc, vous avez un code que vous chargez. On va parler tout simplement des pratiques, des pratiques que nous avons. Quand on essaie de déployer, développer une solution et qu'on veut la mettre en ligne, lorsqu'on a écrit notre code ici, il arrive parfois de mettre des données très critiques dans de simples variables dans notre ligne de code. Parfois, bon, dans les différents types de langages, hein. Ça peut être du langage compilé ou du langage interprété. Mais vous allez voir parfois des lignes comme secret key, API key dans votre code, juste pour aller rapidement. Ça, c'est des pratiques qui tuent. C'est des pratiques qui tuent parce que dès que votre code fuit, vous êtes exposé. Vraiment, votre code a fui. C'est déjà très grave. Ensuite, il y a les secrets, les API. Si ces clés ne sont pas vite révoquées, les hackers ont la main sur toute votre infrastructure et ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est qu'on a ce qu'un ingénieur DevSecOps peut utiliser maintenant contre ça, c'est le scan de code. Donc, la chasse au secret avec le secret scanning. Donc, l'oubli d'un mot de passe, d'une clé privée SSH ou d'un token d'API dans le code source représente l'une des failles les plus courantes, les plus immédiates exploitables par les attaquants. Une fois poussé sur un dépôt public ou partagé, un secret est considéré comme compromis au moins et en moins de quelques secondes. Notre ligne de défense GitLeaks, notre ligne de défense est GitLeaks. Nous intégrons GitLeaks comme outil de référence pour auditer systématiquement nos dépôts et bloquer l'introduction de données sensibles. Donc, avec GitLeaks, on a une analyse approfondie de l'historique complet des commits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une modification de votre code, GitLeaks peut remonter en arrière jusqu'au premier push, jusqu'au premier commit et voir quels sont les secrets qui ont leaké. On a les détections basées sur des règles regex précises et des signatures connues. Donc, vous avez votre code, une structure très spécifique, peut-être d'utiliser les secrets dans votre code. Donc, vous pouvez instruire GitLeaks pour qu'il scanne votre code selon des règles de regex très précises. Et bon, lui-même, il a aussi en base une signature connue. On a aussi l'intégration en tant que hook de pré-commit pour bloquer la fuite en local. C'est-à-dire que vous avez des développeurs qui, bon, en local déjà, utilisent ces variables-là pour vite aller. Donc, quand ils finissent leur code, peut-être par oubli ou juste par ignorance, veulent charger le code avec des secret keys très importantes déjà dans le code. Donc, vous pouvez configurer sur chacune de leurs machines des hooks de pré-commit pour bloquer ça, pour les empêcher de charger des codes vulnérables comme ça sur votre repository. Donc, le risque réel, on a 92% des fuites de données d'infrastructure proviennent de clés d'accès oubliées dans les fichiers de configuration non chiffrés. Donc, vous allez sur GitHub, il y a des contributions, parfois des codes qui deviennent publics.
Vous entrez dedans, parfois vous pouvez tomber sur des secrets qui sont disponibles là, que vous pouvez utiliser pour mener des attaques sur un autre terrain. Donc, on a la sécurité de la supply chain avec le SCA et puis l'analyse SAST. Donc, au-delà de la détection des secrets, la sécurité du code source exige une vigilance constante face aux vulnérabilités intrinsèques et aux risques liés aux dépendances externes. L'intégration d'outils de SAST et de SCA automatise cette surveillance essentielle. Donc, on a l'analyse SAST, Static Application Security Testing. Bon, et les outils, ça scriptent le code source pour identifier les failles de sécurité sans l'exécuter. Donc ici, la différence, ici, en termes de scan de pratique de sécurité, quand on parle de déploiement et de pipeline, on a le SAST et puis le DAST. Donc, la différence entre eux, c'est qu'il y a un qui est statique, c'est-à-dire que le code n'est pas exécuté. Donc, vous avez un code Python, Django, vous avez un code FastAPI, PHP, le code n'est pas exécuté. Ce qui va être vraiment, euh, bon, la priorité là-bas, c'est des fonctions vulnérables et des pratiques douteuses, bon, vulnérables aussi, et des dépendances vulnérables. Et bon, on a aussi, bon, et une chose que j'oublie, les secrets aussi, bon, c'est pas seulement ça, mais en gros, la logique est là. C'est des failles bon, des vulnérabilités qui n'ont pas besoin que le code soit exécuté pour être révélé. De l'autre côté, on a les DAST qui vont beaucoup plus tester bon, des failles bien plus dynamiques comme les failles dans l'authentification, le processus, la logique d'authentification. Et puis voilà, des failles comme bon, parfois aussi les injections SQL basiques, parfois même très avancées aussi aujourd'hui, ça existe. On a aussi la sécurité de la supply chain. Software Composition Analysis. La plupart des applications modernes reposent sur des bibliothèques open source. Donc, Safety pour Python nous aide. Ici, Safety, c'est, bon, je pense que c'est un module, non? C'est une application, une solution qui nous permet maintenant d'identifier les dépendances et puis des vulnérabilités connues comme des CVE. On a aussi, qui nous permet aussi de vérifier la conformité des licences des composants tiers. C'est-à-dire que, bon, ça, ici, on va parler, l'exemple qu'on a pris ici, c'est un exemple de code Python. Donc, c'est pour ça que vous avez des exemples concrets comme ça avec SafetyKet, qui va nous permettre ici de vérifier la conformité des licences des composants tiers, de mettre en évidence les versions obsolètes ou non maintenues. Donc, vous avez des dépendances que vous installez. Parfois, vous avez des développeurs qui, quand on leur demande de mettre une nouvelle fonctionnalité, ne vont pas faire des recherches approfondies sur les dépendances qu'ils vont installer. Pip installe et puis mettre bon, ce qu'ils ont trouvé sur un forum caché comme ça, sans vérifier s'il est vérifié, s'il n'a pas de faille, etc. Donc, Safety va vous permettre de ressortir ça. Safety va vous permettre de flaguer maintenant cette dépendance-là concrètement comme vulnérable. Donc, on a Bandit ici qui nous permet ici de, bon, une personnalisation des règles, mais une analyse du code non compilé. Et puis, il permet aussi de voir aussi des fonctions vulnérables. Donc, la sécurité de la supply chain avec le SCA. Les applications modernes ne sont plus écrites à partir de zéro. Plus de 80% du code source provient de bibliothèques tierces, open source. Sécuriser votre propre code ne suffit plus. Il faut valider l'intégralité de votre chaîne d'approvisionnement et logiciel. Donc aujourd'hui, quand on veut installer quelque chose, quand on veut faire une fonctionnalité, on ne part plus de zéro. On ne développe plus de drivers, de pilotes nous-mêmes. On en cherche en ligne. On ne développe plus certaines fonctionnalités pour gérer le GYT. Bon, je parle de l'authentification et Access Token, Refresh Token avec le GYT nous-mêmes. On en cherche en ligne. Mais comment est-ce qu'on fait pour se sécuriser? Parce que ces équipes-là aussi, c'est des humains qui font aussi des erreurs. Comment est-ce qu'on fait pour se sécuriser derrière? Ça passe par des choses simples, faire des recherches et intégrer de bonnes pratiques de scan de code qui vous permettent maintenant de savoir quand une dépendance, c'est pour ça qu'on appelle ça la dépendance, parce que vous dépendez de quelque part de l'extérieur, vous dépendez de ça, quoi. Sans ça, votre travail serait encore plus fastidieux. Donc, on a l'analyse SAST et la sécurité des conteneurs. La sécurité globale nécessite une double approche. Il faut analyser le code brut avant sa compilation, le SAST, puis inspecter l'environnement d'exécution packagé, le container scanning. Donc, premièrement, après avoir scanné, bon, ça c'est dans le cas où vous buildez, vous utilisez la containerisation. Aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes utilisent
passer même pratiquement même un standard parce que ça vous évite cette histoire de mon code fonctionne ici et pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas chez toi? Donc, bon, après avoir scanné maintenant le code, proprement parler, il faut aussi scanner l'image, l'artefact, pour savoir est-ce qu'il ne comporte pas des vulnérabilités. Parce que là-bas aussi, il y a des dépendances. Quand vous utilisez une image qui existe déjà, par exemple, est-ce que cette image ne vient pas avec une vulnérabilité qui est déjà documentée en ligne? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Tout ça, c'est aussi avec des scans que vous pouvez le faire. Donc, on a Bandit qui traque les faiblesses logiques et les injections au niveau du code Python. On a tandis que Drivey, lui, examine la structure interne de l'image Docker finale pour détecter les dépendances système obsolètes ou corrompues. Donc, Drivey, c'est aussi une solution qui se présente souvent comme un exécutable. Je pense très récemment même, il y a même eu une faille là-bas aussi. Vous voyez, outil de sécurité, il y a faille dedans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas à l'abri. Il y a vraiment de quoi se méfier, vraiment intégrer la sécurité. Drivey a eu une faille très récemment, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus très bien des détails, donc je vais éviter de me pencher sur ce sujet-là pour ne pas dire de conneries. Mais vous pouvez faire des recherches peut-être après ou déjà actuellement, vous allez voir que très récemment, il y a une faille avec les exécutables de Drivey. Donc, Drivey est utilisé dans beaucoup de pipelines pour sécuriser, scanner les conteneurs. Donc, Drivey vous permet de voir d'hiérarchiser les failles que vous trouvez sur un conteneur. Donc, il vous montre les failles avec, les failles critiques, moyennes et puis de basse criticité. Donc, on a l'analyse dynamique aussi, dont je vous parlais, et les standards WAPS. Donc, pour valider l'étanchéité de nos défenses, nous devons tester l'application en conditions réelles d'exécution. Donc, vous avez votre solution, vous avez votre code, vous avez fait tous les scans possibles. Bon, les scans de code, je veux dire scan de secret validé, scan de code vulnérable, de fonctions vulnérables, de pratiques douteuses validées. Ça dit qu'il n'y en a pas. Scan de dépendance vulnérable validé, il n'y en a pas. Bon, c'est quoi la suite? Votre code, en théorie, sur le papier, il est sécurisé sur le papier. Maintenant, sur le terrain, est-ce que votre logique de code lui-même n'est pas en faille? C'est là maintenant que le DAST intervient. Parce que vous pouvez utiliser les fonctions, des fonctions labellisées correctes, sécurisées, des pratiques sécurisées. Mais si l'algorithme lui-même, il est faussé, c'est là-bas que le DAST va intervenir et va révéler certaines choses. Donc, le DAST vient pour valider l'étanchéité de nos défenses et pour tester l'application dans les conditions réelles d'exécution. C'est-à-dire que le DAST, lui, va vraiment faire le test que le client est en train de faire, quoi, que le hacker aussi est en train de faire. Donc, en combinant détection de secrets, SCA, SAST et puis DAST, nous matérialisons un cycle de développement sécurisé, complet et puis résilient. Donc, au niveau du DAST, les standards, c'est le WASP Top 10. Donc, le WASP Top 10, c'est bon, et je pense que c'est chaque année que c'est mis à jour. Le top 10, le top 10 des vulnérabilités les plus populaires ou les plus trouvées dans le monde sont publiés. Donc, bon, il y en a beaucoup plus, hein, beaucoup plus de vulnérabilités, mais c'est les top 10 qui sont mis à jour là-bas. Donc, vous pouvez aussi aller chercher pour jeter un coup d'œil si vous avez un profil de développeur pur. Donc ici, on va passer à une petite démo pour voir un peu avec une petite solution là et ce que nous avons vu concrètement, comment ça se retrouve sur le terrain, quoi. Donc, je ne sais pas, et je vais marquer une pause de 5 minutes, le temps d'allumer mes machines vulnérables et tout ça là. Si vous avez des questions, bon, moi, je les reçois.
En attendant que William soit ready pour la suite, n'hésitez pas. Jusque-là, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à activer votre micro pour les poser. Ça sera beaucoup plus interactif aussi. Au moins maintenant, nous utilisons Zoom et il y a la possibilité d'utiliser les micros pour directement interagir. Donc, autant en bénéficier que de rester silencieux tout le long. Alors, vous m'entendez? Vous voyez bien mon écran? OK. Vous voyez mon écran? OK, super. Euh, Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer d'analyser un peu ensemble un code vulnérable pour voir un peu comment ce que nous avons essayé de parcourir aujourd'hui peut s'appliquer et puis, bon, fixer certaines failles ici ce challenge-là. Bon, je n'ai plus le texte avec moi, mais je paraphrase rapidement. Le contexte, c'est quoi? On a un beatmaker donc, qui a contacté un développeur pour qu'on lui fasse une solution qui lui permet, une solution, un fork un peu de Spotify ou de BeatStart. Donc, qui lui permet de publier ses productions en ligne. Et bon, et pouvoir avoir des abonnés, des personnes qui viennent suivre. Le développeur lui a donné un prix, mais bon, vous connaissez nos réalités. Lui, le prix, c'était trop cher. Étant un peu ingénieux lui-même, bon, il s'est mis au code avec ChatGPT, et bon, c'est ses cousins pour développer une solution que lui-même il a déployée. Donc, on vous demande, on vous dit qu'il y a une faille et on vous demande de la trouver, quoi. Bon, on vous dit que sa plateforme a été hackée et donc vous devez trouver la faille qui a été utilisée et donc, bon, faire la même chose. Donc, le challenge sera bientôt disponible sur TryHackMe quand même, mais actuellement, on va essayer de l'explorer quand même pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on a une plateforme là et ça se présente comme ça. Vous devez vous connecter, le login. Il n'a encore apparemment rien publié. Donc, vous pouvez créer un compte ou essayer quand même de vous connecter. Déjà, on a beaucoup trop d'informations. On connaît le nom de la personne qui a développé ça. On peut juste déjà essayer. Ça, c'est une divulgation d'informations. Bon, ceux qui ont des acronymes ou bien des pseudonymes ont très souvent tendance à le réutiliser. Donc, on peut déjà se focaliser, collecter cette information, la déposer quelque part. Mais quand on analyse bien et qu'on essaie de voir, on voit qu'ici, on a un lien qui nous envoie vers un repo GitHub. Bon, le gars, il est un peu bavard. C'est un scénario, hein. Il est un peu bavard. Et bon, étant très fier de sa création sur son repo, il divulgue certaines informations. Il parle d'un projet Django qu'il développe pour mieux distribuer ses bits en ligne. Vous voyez que je sais coder. Bon, le reste, vous pourrez toujours lire, hein. Je pense que ça c'est disponible en ligne, donc je vais vous envoyer ça ici où vous pouvez le lire chez vous pour qu'on ne s'éternise pas dessus. Donc, on voit encore plusieurs fois que le ACLA X là, il revient souvent. Le ACLA X, il revient souvent. Et c'est son nom d'utilisateur ici. Pourquoi ce ne serait pas un utilisateur ici? Donc, on a déjà une attaque possible, l'attaque de mot de passe avec les dictionnaires. Mais ici, c'est pas encore notre sujet. Ici, c'est le code. Ici, on a accès au code. On a parlé de scan de code ici, de secret divulgué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ici, je vais d'abord essayer de créer un compte.
Je vais essayer de désactiver ce gars-là. Mhm. Page la page. Si. Enfin. Bon, on a un souci avec l'image, hein. Mais bon, ça va pas nous empêcher quand même de poursuivre. Et bon, rapidement, on peut quand même rapidement voir les failles. On a Django. On sait déjà que le code est basé sur Django. On sait que, bon, déjà en voyant ici avec Wapalizer, on sait que ici c'est du Next.js, du React.js. Django, on peut rapidement, je ne suis pas un expert de sécurité, mais on peut juste se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne s'y connaît pas énormément et faire des recherches rapidement pour voir et fichier important, Django, fichier important pour les hackers. Donc, on va essayer de se focaliser maintenant sur l'essentiel. Donc, on a ici l'IA qui nous aide en passant nous rendre service, le setting.py. OK, on va essayer de chercher un setting.py dans son code. C'est là qu'on va dans source. On a le setting ici. Donc, dans le setting, bon, je vais lentement défiler, hein. Je ne sais pas, vous pouvez et réagir si vous voyez une information un peu critique. Si vous voyez quelque chose déjà de critique quelque part, vous pouvez me faire signe. Personne ne voit encore quelque chose de problématique ici, dans son code. Vous êtes là quand même? Perso, je suis là. J'essaie de regarder. En vrai, ce ne sont pas toujours des choses qui sautent directement aux yeux. Il y a un lagging, Allô? il y a un lagging de mon côté. Je suis seul. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Denis, je pense qu'il y a un lag de ton côté. Mais dans le code, au niveau des accès bases de données, les identifiants sont en clair. Et au niveau de debug, je crois, j'ai vu tout à l'heure true OK, au lieu de false. OK. Ouais, c'est ce que je vois pour le moment. Et même le secret key de Django. Mhm. OK. Normalement, on pouvait le mettre dans un fichier .env, surtout les accès aussi à la base de données, le secret key. Bon, pour le moment, c'est ce que je vois. Et aussi, il y a une question qui a été posée dans le chat. OK. Oui, bon, j'ai vu quand même la question. Je comptais y revenir tout de suite. Ah, ok, Et super. si ça ne dérange pas. OK. Et bon, vous avez mentionné trois choses. D'abord, le secret key. Bon, premièrement, les informations pour se connecter à la base de données. Et ensuite, disons quoi, le secret key, et puis le debug true. Bon, est-ce que certaines personnes ont des pistes d'attaque qu'on peut mener avec les informations qu'on a là? Et en quoi est-ce que c'est problématique concrètement? Vu qu'on a on a les accès à la base de données ici, mais qu'est-ce qu'on peut en faire?
l'information n'est importante que si on sait s'en servir. On a l'information, comment est-ce qu'on s'en sert? Certaines personnes ont des pistes ici. Je sais pas si au niveau de Denis, le problème a été résolu. Le problème du lagging, du lag. Bon, certaines personnes ont des pistes. Bon, je peux intervenir. Oui, oui, allez-y. Bon, euh, je me mets toujours dans un contexte, par exemple, FinTech. Un attaquant, si tu as accès à si un attaquant a accès à la base de données, bon, il peut très bien faire grossir son compte, par exemple. Il peut très bien faire grossir son compte, puis un peut créer des transactions en base de données directement, sans que, qui peuvent passer pour des transactions légitimes, alors que bon, c'est des choses frauduleuses, par exemple. Non, Ou peut tout simplement c'est ça. voler les crédentials client. C'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il a accès aux informations il peut avoir accès aux informations de la base de données. Et ici, vu que c'est les accès d'une API, potentiellement à écrire dans cette base de données-là, corrompre les données, son avantage. Donc, ici, on a déjà une piste. Et bon, on a ensuite le secret key. Bon, je vous donne un autre indice. Bon, pas forcément, vous n'avez pas seulement forcément besoin de cet indice-là pour savoir ça. Rien en temps réel, en observant le fonctionnement de la page ici, c'est quand même con qu'elle ne fonctionne pas, mais en observant son fonctionnement, vous aurez compris que, bon, une piste, c'est que le backend fonctionne avec l'authentification DYT. Vous pouvez le confirmer en regardant dans le fichier requirements, donc les dépendances en question. Vous avez Django REST Framework et SyncGYT. Bon, avec cette information, qu'est-ce que vous pensez faisable autre ici avec les informations qu'on a? Bon, le reste, c'est le debug true et puis le secret key. Je peux intervenir. Oui, oui. En gros, comme tu viens de le dire, on a le JWT qui est utilisé. Par exemple, quelqu'un peut se servir du secret key. Si c'est le secret key qui est utilisé pour signer les tokens, peut l'utiliser pour signer un token administrateur et avoir accès au système. Super, super. Ça, c'est très intéressant. Et bon, pour aller plus loin, vu que on a l'admin, dans la majorité des solutions et back-end, et voilà, le super admin, c'est le quatrième utilisateur. Vous êtes en train de construire une solution vous-même. Vous êtes en train de construire la solution. Ce qui veut dire que lorsque vous le développez, vous n'avez pas de personne, de testeur. Donc, vous êtes probablement la personne qui a le plus d'autorisation dans cette solution. Et quel utilisateur vous seriez? Le tout premier. Donc, vous serez probablement le tout premier utilisateur. Et donc, bon, vous pouvez déjà, avec ces informations, très souvent, quand on veut hacker, on n'infirme pas des informations. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Non, vous testez pour vos hypothèses pour voir. Donc, ici, l'hypothèse serait que, OK, ce secret est potentiellement celui qui est utilisé pour signer les GYT, bon, les access tokens et puis les refresh tokens. L'autre hypothèse serait que le super admin est le premier utilisateur. Donc, il a le premier ID bon, dans son backend, quoi, en base de données. Vous avez les accès ici pour vous connecter en base de données. Bon, très rapidement ici, pour ne pas passer par le scan et pour ne pas passer par les scans bon, d'autres pour voir les ports ouvrés, on peut rapidement
je peux rapidement voir sur le serveur pour vous. Vous allez voir quand même que il y a les ports de la base de données est quand même ouverte. Si vous aviez scanné si vous aviez scanné, vous aurez vu que la base de données est ouverte. Donc, vous aurez quand même tenté d'utiliser les accès ici pour avoir directement accès à la base de données. Donc, les portes sont ouvertes. Rien qu'avec un setting qui n'a pas été purifié, avec des bonnes pratiques, vous voyez où ça peut amener. Vous avez un ingénieur, bon, ici, c'est pas un ingénieur auto-fabriqué qui déploie une solution avec l'IA et qui déploie. Vous avez directement accès à la base de données. Actuellement, si je veux m'atteler à cette tâche, ça passe. Vous avez accès à la base de données et avec les accès là. Vous avez aussi le secret DYT et le secret qui est utilisé pour signer. Il vous suffit de créer un compte factice. Vous ne serez pas le super admin, mais ça vous permet d'avoir une autre information cruciale, une information qui vous permettra de forger un DYT vous-même et vous saurez à peu près comment le GYT est formé. Il vous suffira de changer l'ID pour vous connecter et devenir un super admin. Vous avez, bon, le debug true aussi va divulguer des informations. Quand on parle d'une application Django, c'est ça, le debug true divulguera des informations. Vous avez ici, il y a une autre chose qui n'a pas été mentionnée. Et dans notre scan tout à l'heure aussi, c'est les instructions pour les instructions pour signer le code GYT. On a, bon, ici, Access Token Lifetime qui définit la durée de vie du token d'accès. On a le Refresh Token Lifetime qui vous définit la durée de vie du Refresh Token, l'algorithme qui a été utilisé. Bon, ici, l'algorithme n'est pas vulnérable. Mais on a quelque chose d'intéressant ici, le Verifying Key, non, utilisé pour vérifier les tokens entrants. Pourquoi non? Ici, je sais pas, je vais donner quand même, voir s'il y a certaines personnes qui s'y connaissent et qui peuvent apporter ça avant de continuer. Verifying key. Non, ça parle peut-être à quelqu'un parmi vous. Ok, je vous explique. Ici, on a le GYT qui est utilisé. Le processus de GYT est simple. Pour signer la clé, pour signer votre token, on utilise une clé. Pour la vérifier aussi, on utilisera une clé. Bon, ça, c'est dans le cas où vous utilisez le chiffrement symétrique, non? Le chiffrement symétrique pour votre GYT. Donc, quand on met Verifying Key ici, la clé sera utilisée pour signer votre token, mais elle ne sera probablement pas utilisée pour vérifier. Ça, il a probablement mis ça, bon, c'est pas un connaisseur, donc il a probablement mis ça par erreur, mais ça le pénalise parce que vous pourriez forger une autre clé même sans son secret key que votre système. Si il reconnaît des informations dans le token en le décodant, suffirait quand même. Donc, vous avez là aussi des failles qui vous permettent. Donc, c'est ça, ces pratiques-là ceci par exemple aurait été trouvé par, si je ne me trompe pas, Bandit. Le scanner de code Bandit qui voit les failles, il vous aurait flagellé ceci comme code vulnérable. Déjà en pré-commit, il aurait empêché, sorry, de mettre ça sur GitHub. Le secret key, GitLeaks aurait empêché ça en voyant tout simplement keys dans une variable. GitLeaks l'aurait flashé. GitLeaks serait monté même dans les repos, dans les codes qui ont été chargés précédemment et aurait flagellé ça. Donc, on a d'autres outils qui nous auraient aussi permis de faire ça. On a Safety qui lui voit des fonctions vulnérables, qui aurait aussi flagellé ceci. Mais bien plus tôt dedans encore dans le code, Safety aura encore révélé une autre faille. Donc ça, c'est un peu ce que le scan de code nous aurait permis de voir. Alors, une seconde, il y a quelque chose que je voulais vous montrer ici aussi, mais je ne sais plus si j'ai ça.
Bon, je ne retrouve plus ça, mais bon, pour aller rapidement, c'est un peu le petit lab que j'ai voulu qu'on explore pour voir en temps réel comment un code vulnérable peut exposer toute une infrastructure. Bon, je partagerai après par les admins dans les groupes et l'accès à ce lab-là. Pour ceux qui voudraient peut-être s'entraîner ou tester, vous pourrez quand même revenir sur ça pour bosser sur votre temps libre. Et bon, tester aussi ces solutions-là et de scan de code chez vous-même pour voir à peu près comment est-ce qu'elles peuvent vous empêcher de faire fuiter des informations critiques, asymétriques, ok, et des informations critiques dans vos repos comme ça. Bon, je pense avec le GYT asymétrique, ça va se servir. L'asymétrique aussi aurait peut-être sauvé. L'asymétrique, si je ne me trompe pas, on utilise la clé privée pour chiffrer et puis la clé publique pour déchiffrer. Ou peut-être c'est l'inverse. Bon, je crois que c'est l'asymétrique en tout cas, c'est deux clés. Le symétrique, c'est une clé. Bon, ici, c'est une clé, donc je pense que c'est le symétrique. Bon, c'est bon quand Je même peux d'ajouter intervenir. ça. Oui, oui, allez-y. Oui, au niveau du JWT, c'est de la symétrie. En gros, il y a les différents algorithmes qui sont utilisés, notamment le RSA on utilise une clé privée, comme tu viens de le dire, pour chiffrer le token. Et maintenant, la clé publique est utilisée pour vérifier Vérifier. voilà, le jeton. Donc, Mhm. c'est asymétrique. Symétrique. OK. D'accord. Euh, Bon, euh, merci beaucoup. Et je ne sais pas, vous êtes là quand même. Et je pense que le lab, on a terminé avec le lab, on va continuer. J'ai une PowerPoint. Oui, 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 oui. Oui, on Ok, voit. ok, super. Bon, maintenant qu'on a vu, on a vu des failles qui pouvaient très bien être patchées avec bon, le scan de code. Et comment est-ce qu'on peut intégrer ça maintenant? Et comment est-ce qu'on peut conduire ce changement-là? Déployer le DevSecOps sans surcharger les équipes. Donc, intégrer la sécurité au cœur du cycle de développement est un impératif. Mais une approche trop brutale peut paralyser vos équipes. Le guide pragmatique détaille une méthode d'adoption progressive pour installer une culture de sécurité durable, acceptée et efficace au sein de vos départements d'ingénierie. Bon, pour simplifier tout ce qui a été dit ici, c'est que quand vous venez dans une entreprise, peut-être que vous êtes nouveau ou tout simplement vous, dans votre parcours simple, vous vous perfectionnez, vous voulez aider votre équipe à adopter cette culture-là. Et il faut très souvent y aller doucement. C'est vrai, la sécurité est importante, mais si vous frustrez les membres de votre équipe, ça peut très rapidement devenir compliqué de collaborer avec eux parce qu'ils vont vous voir juste beaucoup plus comme un boulet que comme une aide. Donc, il est très important d'y aller doucement. Donc, on a le piège mortel du tout bloqué dans le premier jour. Et bon, là, on a parlé de scan de code, on a parlé de guide, de pré-commit, de push et tout ça là. Bon, ce qui se passe, c'est que vouloir imposer une sécurité maximale instantanément est l'erreur la plus fréquente des initiatives des SecOps. Cette approche produit un effet inverse à celui recherché. On a l'erreur classique, stimuler et activer simultanément l'ensemble des scanners SAST, SCA et puis Drive avec le niveau de blocage le plus strict immédiatement sur tous les projets. On a la conséquence directe, c'est que des centaines de fausses alertes, l'accumulation d'une dette technique ancienne euh, bloque soudainement tous les buts de l'entreprise. On a aussi le rejet culturel. Les développeurs se sentent frustrés. Ils perçoivent la sécurité comme un frein. Ils contournent les outils et puis finissent par abandonner
la démarche et finissent par abandonner la démarche. Donc, quand on parle par exemple du pré-commit, et bon, quand vous allez intégrer peut-être des instructions dans les pré-commit, ils peuvent juste faire git commit et puis bon, tirer no verify. Donc, quand ça c'est quand ça va trop les frustrer, trop les fatiguer. Donc, vous avez très souvent ce qui se passe, ce qui est recommandé très souvent, c'est de commencer de mettre ces choses en place, mais beaucoup plus dans un sens d'observation. C'est-à-dire que pendant, vous bloquez une période comme ça pour collecter des informations, pour observer. Vous les mettez en place, bon, vous faites savoir à l'équipe que vous avez mis certaines choses en place, mais comme observation. Et ce n'est pas bloquant. Pas tout de suite, pas en même temps. Ça les permet d'avoir une transition beaucoup plus fluide. Donc, on a la visibilité d'abord. Comme bon, j'ai précédé tout à l'heure, le mode observateur. Avant d'agir et de corriger, il est indispensable de mesurer. Le mode observateur vous permet d'auditer l'état réel de votre parc applicatif. Donc, on a une action concrète. On a, bon, tout simplement avec des instructions d'allow failure. C'est-à-dire que vous permettez que, malgré que cette condition n'a pas été épousée, matchée, permet quand même le push. Ça les empêche à eux de quitter leur routine tout de suite pour changer drastiquement. Donc, on a un objectif stratégique qui permet de collecter de la donnée en silence, de mesurer précisément l'état actuel de votre dette de sécurité et puis un retour et le tout sans ralentir la livraison en production. Donc, l'esprit de cette phase, c'est on ne peut pas corriger efficacement ce que l'on ne sait pas mesurer. Donc, en évitant les blocages lors de cette première phase, vous allez gagner la confiance des équipes techniques. Et puis, bon, surtout avec nos profils techniques comme ça, avant de nous convaincre d'épouser quelque chose, avant de nous convaincre d'épouser une pratique, moi, le premier, il faut des preuves, il faut des données. Il faut venir me voir me disant que ce que je fais là, voici les risques, voici les risques, voici les risques. C'est très compliqué de venir voir une personne, de lui dire qu'il doit passer 2 heures encore de plus peut-être sur son travail pour faire quelque chose sans lui montrer clairement pourquoi. Donc, on a aussi ciblé les quick wins indiscutables. Pour instaurer la légitimité, il faut commencer par des règles simples et à très haute valeur ajoutée. L'acceptation du changement passe par la démonstration rapide de l'utilité des contrôles. Donc, vraiment, on active le secret scanning, on a activé Git leaks sur le dépôt, on intercepte les secrets, on détecte les clés d'API, les mots de passe, et puis on obtient l'adhésion. Preuve rapide pour convaincre l'équipe. Donc, et avec cette preuve-là, maintenant, vous pouvez convaincre facilement l'équipe en leur montrant que, ah, tiens, la dernière fois avec ton commit là, tu as mis en ligne notre clé d'API. Bon, la clé a été révoquée quand même, mais la prochaine fois, j'ai mis tel contrôle pour empêcher que ça n'arrive. Il est possible que tu oublies. Tout simplement. Ça passe